Madame, Monsieur, bonsoir. 10 morts dans le crash d'un avion en début de soirée au Bourget près de Paris. Parmi les victimes, le PDG du groupe agroalimentaire Saint-Louis. L'avion s'est écrasé peu après le décollage. Dans ce journal, l'inauguration du pont de Normandie et la première journée de campagne du Premier ministre candidat Édouard Balladur. L'envoi de secouristes français au Japon, 4 jours après le tremblement de terre. La guerre toujours aussi meurtrière en Tchétchénie. Le début demain du tournoi des 5 nations, France-Galles au Parc des Princes. Et puis les 100 ans du cinéma français. Dernier invité de la semaine, Jean-Jacques Hano, qui sortira dans quelques semaines aux États-Unis un film révolutionnaire en 3 dimensions. C'est donc vers 17h30 qu'un Falcon 50 loué par le groupe alimentaire Saint-Louis s'est écrasé tout près de l'aéroport du Bourget au nord de Paris, juste après son décollage. À son bord, je vous le disais, 10 personnes et aucune n'a survécu. Au Bourget, Anne Poncinet. De loin, on ne distingue que les gyrophares des services de secours qui très vite ont convergé vers la piste des avions d'affaires de l'aéroport du Bourget. Vers 17h30, c'est un avion en feu que les témoins ont vu se poser. Ce que j'ai vu, j'étais dans ma salle à manger, j'ai entendu un avion qui faisait un bruit pas normal. Bon, je me suis mis à la fenêtre, j'ai vu un avion qui passait avec 1 ou 2 réacteurs en feu. L'avion était en feu en l'air. L'avion avait les réacteurs en feu. Et il était à basse altitude, il a fait son demi-tour de façon à rester sur l'aéroport, pour pas venir sur les habitations. Et il s'est craché, quoi. À mon avis, il a dû essayer de se poser et puis il a explosé en touchant le sol. À l'intérieur du Falcon 20, 7 passagers et 3 membres d'équipage qui venaient de décoller quelques minutes plus tôt. Cet avion, un Falcon 20 de la compagnie leader Unijet, a décollé aux alentours de 17h15, 17h30 de la piste 0725 que vous voyez ici, ouest-est, en direction, il partait pour la Roumanie avec l'état-major du groupe Saint-Louis à bord. Au décollage, il y a eu un problème de réacteur en feu. Atterrissage d'urgence, il a réatterri immédiatement dans l'autre sens. Il s'est crashé très précisément dans ce point-là. Il y aurait une dizaine de personnes et aucun survivant. Parmi les passagers, 4 Français, 2 Espagnols et un Américain. Aucune explication officielle de l'accident n'a encore été fournie à l'heure actuelle. Nous retrouvons en direct du Bourget Agnès Varamian. Agnès, je le disais, l'avion avait été affrété par le groupe agroalimentaire Saint-Louis. Vous avez des précisions sur l'identité des victimes? Oui, tout à fait. Donc parmi les victimes se trouve Bernard Dumont, 49 ans, qui était le président directeur général du groupe Saint-Louis, donc des sucreries de Saint-Louis, le 2e groupe alimentaire français. Alors parmi les victimes se trouve aussi Max de la Giraudière, directeur général de la Générale Sucrière, qui est en fait un groupe qui appartient lui aussi aux sucreries Saint-Louis. Et puis un frère de Bernard Dumont est aussi mort dans l'accident, ainsi que 2 autres patrons français, un Américain, 2 économistes espagnols et 3 membres d'équipage dont on ne connaît pas l'identité. Tous se rendaient donc en voyage d'affaires en Roumanie. Est-ce que vous avez des précisions, Agnès, sur les circonstances de l'accident? Un incendie se serait déclaré à bord? Oui, tout à fait. C'est en fait au décollage que l'avion, selon une première hypothèse, aurait rencontré un vol d'oiseaux. Donc les animaux se seraient pris dans le moteur, déclenchant ainsi un incendie. Le pilote aurait essayé d'atterrir d'urgence, mais il n'aurait pas pu éviter le crash. Alors cette thèse est en fait avancée par la Direction générale de l'aviation civile. Donc des oiseaux ont été retrouvés, semble-t-il, près de la carcasse de l'avion. Cette thèse est aussi accréditée par le fait qu'un autre avion qui a décollé tout de suite après le Falcon 50 a lui aussi rencontré des oiseaux. Mais enfin, cette hypothèse reste bien sûr à vérifier. Merci Agnès pour ces détails. On vous retrouvera à la fin du journal avec peut-être des informations supplémentaires. Merci. Dans l'actualité de ce vendredi, Édouard Balladur a inauguré cet après-midi le pont de Normandie. À partir du 26 janvier, il sera donc possible de traverser l'estuaire de la Seine entre Le Havre et Honfleur, moyennant 32 francs, un ouvrage d'art que le monde entier nous envie déjà. Techniquement, c'est remarquable. Esthétiquement, vous allez le voir, c'est exceptionnel. 6 ans de travaux pour ce qui constitue désormais le plus long pont à haubans du monde. Sur le pont, entre Le Havre et Honfleur, Patrice Pelé et Jean Cornu. 1000 ouvriers pendant 2190 jours auront coulé près de 200 000 tonnes de béton. Construit en baie de Seine, le pont affiche des dimensions impressionnantes. Plus de 2 km de long, 24 mètres de large, le tablier culmine à près de 60 mètres au-dessus des flots. Maître d'ouvrage du pont de Normandie, Bertrand de Roubaix a insufflé à cette construction 2 grandes idées. La première,
réalisait le plus grand tablier central jamais construit au monde, 856 mètres de long. La seconde est d'ordre esthétique, faire du pont de Normandie une œuvre d'art. Notre souci essentiel, compte tenu de la portée du pont, ça a été de composer avec le vent. Et pour composer avec le vent, nous avons pris le parti de profiler le pont. Donc le tablier du pont est extrêmement mince. C'est un profil qui ressemble à une aile d'avion. C'est un caisson très plat, très mince. Les haubans ont une gaine également aérodynamique. Tout le pont, tous les équipements, toute la structure du pont a été dessinée en fonction du vent, a été profilée en fonction du vent. Deux bras tendus vers le ciel soutiennent le tablier du pont de Normandie. Ces deux aiguilles, dressées en baie de Seine, sont creuses, et là-haut, la vue est splendide. Nous sommes à 210 mètres sur le pilier nord du pont de Normandie. C'est le plus grand, le plus gigantesque pylône en béton jamais construit au monde. C'est aussi la hauteur de la tour Montparnasse. Pendant 6 ans, jour après jour, les habitants de la région ont donc vu naître progressivement ce pont de Normandie qui fera désormais partie du paysage. Et l'ouvrage est si beau qu'il suscite des vocations. Le pont a son poète, rencontre insolite. Je dédie ce poème au pont de Normandie. Parcourant la route de la côte fleurie, le long de nos pommiers en fleurs, va naître la première autoroute du bonheur. Grégoire Brénin, dit Moineau, est poète à Honfleur. Le voici sur le pont de Normandie, à la demande de la Chambre de commerce du Havre. Pont de métal et de magie de l'an 2000, passant les brumes du matin et le soleil de midi. Moineau n'a pas d'âge, amoureux de tous et de tout, il a maintenant le béguin pour le pont et n'a pu s'empêcher d'aller causer un brin avec les ouvriers. Monsieur, je suis le poète d'Honfleur. Et je voulais vous dire que vous êtes des bâtisseurs de cathédrales, aux pointes dressées vers le ciel. Bravo! Je le trouve comme une porte ouverte vers l'univers, et qu'un petit village oublié par le temps est devenu tout d'un coup ouvert sur le nouveau millénaire. J'ai l'impression que c'est un tremplin et que Honfleur devient comme une fusée lancée vers l'univers, en tout cas vers le monde. À Honfleur, Moineau est connu comme le loup blanc. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont de Normandie coule la Seine. Voilà un beau poème pour ce pont sur lequel nous nous rendons en direct. Il fait bien évidemment nuit entre Le Havre et Honfleur. Vous allez voir le pont éclairé pour retrouver Roger Lavoué, l'un des ingénieurs recrutés au tout début du projet en juillet 1987. Bonsoir monsieur, j'imagine que vous éprouvez une certaine fierté ce soir. Bonsoir. Une fierté, certes, mais aussi un peu de blues, parce que c'est toute une tranche de vie qui s'arrête aujourd'hui. Ça fait effectivement 7 ans et demi maintenant que je suis au Havre pour construire ce pont. L'anecdote, effectivement, est exacte. J'occupe le premier emploi créé, et j'ai découvert l'estuaire en 1987, complètement vierge, alors qu'aujourd'hui s'y trouve le pont de Normandie, qui est quand même le fruit de 7 années de travail pour des milliers de personnes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, vous vous sentez en quelque sorte dépossédé de l'enfant que vous avez fait naître puis grandir? Ah, bien sûr. Le pont, jusqu'à aujourd'hui, il était à nous. À nous, j'entends par là l'équipe des ingénieurs, des ouvriers qui, sur le pont, dans les entreprises, dans l'administration, se sont relayés, côtoyés, ont travaillé ensemble pour le construire. Et aujourd'hui, il nous faut le livrer au public, et ça n'est plus notre bébé. On nous l'enlève. Une petite curiosité, est-ce qu'au cours de vos travaux, vous êtes monté tout en haut du pont? Je crois que ça culmine à 213 mètres, c'est ça? Ah, bien sûr, oui, ce pylône, on y montait chaque fois, personnellement, j'y montais chaque fois qu'un problème se posait et qu'il fallait le régler. Et c'était l'occasion pour moi de pouvoir mesurer la fierté des hommes qui le construisaient. Car, bien sûr, on a beaucoup parlé des ingénieurs et c'est normal, mais il ne faut pas oublier que ce pylône, on a mis 2 années à le construire. Ça veut dire qu'on est passé par toutes les saisons, 2 fois, et notamment 2 fois l'hiver. Et dans ces périodes hivernales, vous savez, c'est vraiment très difficile de travailler par grand vent. D'ailleurs, les hommes travaillaient de préférence sur le côté sous le vent, où on est un petit peu protégé. Mais lorsqu'on montait les voir, la lumière qui éclairait les yeux montrait bien la fierté qu'ils avaient d'avoir construit quelque chose d'aussi beau. Merci beaucoup monsieur de votre témoignage. Et puis je vous rappelle, si vous souhaitez en savoir
un peu plus qu'un livre vient de sortir, un livre en quelque sorte officiel sur le pont de Normandie avec des photographies de Jean Gomy. Je pense que vous allez le voir apparaître sur votre écran, des textes de Bertrand de Roubaix et une préface de Didier Decoing. Le pont de Normandie, c'est aux éditions Le Cherche Midi, éditeur. L'actualité à l'étranger avec en Tchétchénie les troupes russes qui se sont emparées de divers palais présidentiels à Grozny, la capitale. Leur drapeau a été hissé sur le toit des principaux bâtiments de la ville, mais les combattants tchétchènes continuent de leur opposer une résistance acharnée. On s'est encore battu toute la journée dans la ville. Preuve que le moral des soldats russes est au plus bas, ce document, une équipe de télévision a suivi une division russe dans sa progression vers le centre de Grozny. Des images très dures à la mesure de ce conflit meurtrier. À Moscou, Dominique Derda. Dans les faubourgs de Grozny que l'on dit libérés, les soldats de Moscou font régner l'ordre. Cette femme est russe. Elle vient de dénoncer son voisin tchétchène qu'elle accuse de vouloir lui prendre son téléviseur. Il y a bien longtemps qu'il n'y a plus d'électricité, qu'importe. L'armée ne peut rester indifférente face à une telle détresse. Le quartier n'est pas encore très sûr, les rebelles peuvent surgir à tout moment, alors prudence. La vieille femme conduira les soldats jusqu'au coupable avant de disparaître. Devant l'officier qui l'interroge, le Tchétchène murmure son innocence. Les Russes ont trouvé un étui de pistolet mais aucune arme. Et il est où le pistolet? Je ne sais pas, je ne me mêle pas de ça, j'ai une famille. Allez donc chasser les combattants, dit sa femme, plutôt que de vous en prendre à lui. Tout ce qu'il fait, c'est protéger nos enfants. Les Russes ne l'entendent pas ainsi. S'il a été dénoncé, c'est bien qu'il est suspect, non? Alors on l'embarque, direction le quartier général. C'est grâce à l'aviation et à l'artillerie que l'armée russe a pu progresser ainsi jusqu'au centre de la capitale. Au corps à corps, c'était sans espoir. Mais les pertes sont énormes, les blessés innombrables. Chaque jour, quelques dizaines de plus, évacués par hélicoptère vers des hôpitaux de campagne où déjà le sang manque pour les transfusions. Selon les chiffres officiels, 553 militaires auraient péri, 279 disparus et 15 000 auraient été blessés. La réalité est probablement plus proche du double ou du triple. Autant dire que le moral des troupes n'est pas au plus haut. Ces hommes, qui s'apprêtent à regagner leur caserne après un mois passé en Tchétchénie, appartiennent aux sections spéciales du ministère de l'Intérieur. On n'y comprend rien à cette guerre, on ne sait pas pourquoi on nous a envoyés là. S'il faut rétablir l'ordre, alors on rétablit l'ordre. Mais cette guerre, personne n'en a besoin. Ils nous disent tous, allez, en avant pour la patrie. La patrie, je la vois nulle part et de toute façon, elle se fout de nous. Je veux plus entendre ça. C'est même pas comparable à la Deuxième Guerre mondiale, c'est pire. Régulièrement, Moscou envoie de nouveaux renforts. Ceux-là sont des appelés, des troupes d'infanterie de marine. Ils n'ont même pas eu le temps de faire leur classe, et ça se voit. Pour la première fois de leur vie, ils apprennent à tirer au fusil. Leurs gestes sont encore maladroits. Leur regard inquiet. Grozny n'est qu'à quelques kilomètres. Ils ont 20 ans tout au plus, et demain ou dans quelques jours, il leur faudra se battre face à des hommes prêts à mourir jusqu'au dernier pour leur indépendance. Je vous rappelle qu'un bilan de ce conflit publié aujourd'hui à Moscou recense près de 5000 victimes, des soldats et des civils tchétchènes, mais aussi des militaires russes. Autre bilan catastrophique, celui du tremblement de terre de Kobe au Japon, au moins 4300 morts. 4 jours après le séisme, une vingtaine de personnes ont été retrouvées vivantes dans les décombres, grâce notamment à l'intervention des secouristes suisses. Dans la ville, la population essaie de s'organiser pour lutter contre le froid et contre la faim. Le reportage de nos envoyés spéciaux Valérie Hermite et Michel Janulatos. Après plusieurs heures de recherche, ces pompiers qui sont venus en renfort d'une autre région du Japon ressortent totalement épuisés et très déçus. On sait qu'il y a 2 personnes dans cet immeuble. On pense qu'elles sont au 2e étage, mais on n'arrive pas à les localiser. Un peu partout, au détour des rues de Kobe, la même scène. Dans cet immeuble, c'est une dame âgée que les pompiers tentent de retrouver. On est persuadé qu'elle est dans la partie de la maison qui est encore debout, alors il faut déblayer très doucement. L'immense majorité des corps ensevelis sont morts, mais les efforts des sauveteurs sont parfois récompensés. 4 personnes, miraculeusement vivantes, ont été sorties des décombres aujourd'hui.
Dans la ville, d'autres images de destruction, mais cette fois elles sont volontaires, car il faut tout casser pour ensuite tout reconstruire. Les habitants, encore incrédules, viennent découvrir les endroits détruits qu'ils n'ont pas encore vus. Oui, moi j'habite ici, sans eau, sans gaz, mais je reste parce que la maison de mon fils est encore plus détruite. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je récupère ce que je peux, après je ne sais pas, je vais retourner au centre d'accueil. Les centres d'accueil, le seul petit réconfort pour des milliers de sans-abri. Ils ne se plaignent même pas, nous avons des couvertures, disent-ils. Et depuis hier aussi, ils ont un médecin psychologue. Les gens sont très inquiets, mais ils sont aussi très calmes, c'est plutôt rassurant. Peut-être parce qu'ils n'ont pas encore vraiment réalisé ce qui s'est passé, mais aussi parce qu'ils se sentent aidés maintenant. Mais le sentiment d'angoisse peut grandir plus tard. Après le choc, Kobe se ressaisit doucement. Les secours travaillent à peu près normalement et les aides affluent de toutes parts. Le gouvernement a promis la construction rapide de 10 000 logements. Certes, ça ne sera pas suffisant, mais on a l'impression que le Japon tout entier est solidaire et efficace. Peut-être aussi depuis que l'on sait qu'avec plus de 4 000 morts, le séisme de Kobe est devenu le deuxième séisme le plus meurtrier qu'ait connu le Japon depuis 1923. Oui, 4 jours après ce tremblement de terre, les autorités japonaises ont enfin accepté l'aide proposée par la France. Une soixantaine de sauveteurs, parmi eux 4 maîtres chiens, ont quitté Paris en début d'après-midi. Eux aussi vont essayer, dès leur arrivée, de localiser le moindre signe de vie dans les ruines de Kobe. Plus de 600 personnes sont encore portées disparues. La politique française nous ramène près du pont de Normandie, inauguré par Édouard Balladur. La Seine-Maritime accueillait le Premier ministre aujourd'hui, mais aussi le candidat. Une double casquette et à chaque déplacement désormais un exercice délicat et ambigu pour Édouard Balladur. Sur place, Jérôme Catala et Gérard Derlet. Premier déplacement en province du Premier ministre candidat. Une visite en Normandie prévue depuis longtemps, une journée inscrite sur l'agenda officiel du chef du gouvernement. Avec accueil du préfet, fanfare militaire et revue de troupes. Avec également au programme l'inauguration du fameux pont de Normandie en compagnie des élus locaux de toute obédience politique, du RPR Antoine Rufenacht au socialiste Laurent Fabius. Bref, bien compris tous ce que c'est qu'un déplacement de Premier ministre. Mais si Édouard Balladur prend la peine de venir s'expliquer devant les journalistes, c'est qu'il ressent bien lui-même l'ambiguïté de ce type de déplacement. D'autant que le Premier ministre prend souvent des accents de candidat. Nous devons avoir confiance en nous, dès lors que nous sommes volontaires et courageux. Nous devons avoir confiance dans les Français. Nous devons également, mesdames et messieurs, avoir confiance en la France. Les mêmes mots, les mêmes phrases que lors de sa déclaration de candidature il y a 2 jours, c'est dire qu'entre le candidat et le Premier ministre, la frontière est perméable et l'ambiguïté permanente, surtout quand Édouard Balladur vient inaugurer un pont dont la première pierre avait été posée par un autre Premier ministre du nom de Jacques Chirac. Le maire de Lyon, Michel Noir, a annoncé la création d'un comité de soutien à Édouard Balladur, tandis qu'Alain Madelin, le ministre des Entreprises, confirme que Jacques Chirac représente pour lui la meilleure voie pour un changement nécessaire. Quant à Michèle Alliot-Marie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, elle préfère ne pas choisir entre les deux et rester un facteur de dialogue et de sérénité. La politique et les affaires, Alain Carignon, le maire de Grenoble, est toujours en prison depuis le 13 octobre. Une confrontation a eu lieu aujourd'hui entre le patron de la Lyonnaise des Eaux, Jérôme Monod, et le PDG de l'une de ses filiales. À Lyon, Didier Guyot, Olivier Jacquelin. À ce jour, 4 dirigeants d'entreprises du bâtiment et travaux publics ont été mis en examen pour corruption. La justice les soupçonne d'avoir versé des pots de vin afin d'obtenir des marchés publics. Les entreprises Jean Lefebvre et Pascal sont montrées du doigt, mais d'autres noms circulent. C'est l'incarcération du 3e adjoint à la mairie, Guy Nevache, le 23 décembre dernier, qui a mis le feu aux poudres. Car derrière les barreaux, l'homme qui décidait des marchés publics s'est montré bavard. Lui-même a été prisonnier d'un système, dans les conditions que vous venez de rappeler tout à l'heure, et il n'a en aucun cas donné de précision permettant d'identifier tel ou tel personnage politique de Grenoble. S'il faut en croire certains témoignages, la mairie de Grenoble aurait perçu sur chaque marché quelques 3% de commission, et les chefs d'entreprise se devaient d'effectuer des versements en liquide. Un argent qui aurait servi à la carrière politique d'Alain Carignon, mais qui aurait également échoué dans les poches de tous les autres partis. On savait très bien, et quand je dis on, c'est à la fois vous journalistes, c'est les magistrats, c'est l'ensemble des donneurs d'ouvrage, c'est l'ensemble des entrepreneurs, savaient très bien que les partis politiques se finançaient par
des dons, par des surfacturations dans certains cas de marché. À Lyon, le patron de la Lyonnaise des Eaux, Jérôme Monod, était aujourd'hui dans le bureau du juge Couroy, confronté aux responsables de sa filiale grenobloise, actuellement en prison. La justice aimerait savoir si oui ou non la privatisation des eaux de Grenoble a été obtenue en échange de contreparties financières. Prochain conseil municipal de Grenoble lundi, avec la corruption à l'ordre du jour. Et c'est précisément la corruption à caractère économique et financier qui est venue gonfler en 1994 les chiffres de la délinquance en France. Une hausse de 0,8%. En revanche, les actes criminels sur la voie publique sont en légère diminution. Christophe Tortora. En 1994, le nombre total de crimes et délits constatés a augmenté de 0,8%. Selon le ministère de l'Intérieur, la progression de la délinquance est donc globalement maîtrisée. Pour la première fois depuis 7 ans, la délinquance de voie publique recule de 2,4%. Parmi les baisses les plus importantes, on note les vols à main armée, moins 9%, les cambriolages, moins 1%, les vols d'automobiles, moins 3,4%, les vols à la roulotte, moins 5,6%. Cela s'explique par une présence de la police et de la gendarmerie sur la voie publique qui est beaucoup plus forte. Et cette présence dissuade. Cependant, les infractions économiques et financières sont en augmentation de 11,3%. On remarque une hausse du nombre d'escroqueries, de contrefaçons ou encore de fausses monnaies. Les atteintes aux personnes sont également en hausse de 12,6%. Les infractions liées aux stupéfiants progressent de 7,3%. Et le système de surveillance du musée du Louvre a été pris une nouvelle fois en défaut. C'est la deuxième fois en 8 jours. Mercredi, en début de soirée, une hallebarde provenant d'une sculpture en bronze du XVIIe siècle a été arrachée. Les voleurs ont disparu, mais apparemment l'objet ne serait pas négociable. À Tours, les sans domicile fixe expulsés en début de semaine par la police d'une maison de retraite se sont rabattus hier soir sur une autre maison léguée par une vieille dame à l'évêque de la ville. Avec les SDF, les responsables de l'association Droit au logement et parmi eux le professeur Jacquard. À Tours, Vincent Nguyen et Rémi Guinet. Oh là là, il y a l'électricité. Depuis l'expulsion lundi dernier, la quinzaine de jeunes tourangeaux est allée de squat en squat. Hier soir, ils ont échoué ici. Cette maison bourgeoise, en bon état, est inoccupée depuis 3 ans. Sa propriétaire, décédée il y a 3 semaines, l'aurait léguée à l'évêché de Tours. L'installation était organisée par le comité tourangeau pour le droit au logement. En soutien, une trentaine de membres du DAL sont descendus de Paris avec le professeur Jacquard, ironiquement soucieux du salut de l'évêque tourangeau. Un évêque qui laisse inutiliser un local qui lui appartient pendant des années, pendant que des gens sont dehors, je pense que le jour où il se présentera au tribunal, il aura une drôle de tête. Et par conséquent, s'il peut dire « c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai laissé faire », je pense qu'il ne sera pas trop lourdement condamné le jour du jugement dernier. L'évêque de Tours plaisante moins. Monseigneur Honoré, prédécesseur de Monseigneur Gaillot à Évreux, déclare dans un communiqué qu'aucun acte de propriété n'a été signé pour le moment et pose la question des responsabilités. Qui assume la sécurité? Qui paiera les factures de gaz, eau et électricité? Monseigneur Honoré est disposé à rencontrer les occupants d'hier soir, mais il ne peut subir une opération qui semble avoir été montée de toutes pièces et qui a bien l'apparence d'avoir été téléguidée. Téléguidée par qui? Aux côtés d'Albert Jacquard, à la tête du DAL, il y a Monseigneur Gaillot. Et certains se demandent si ce n'est pas lui qui aurait joué un tour à son prédécesseur en soufflant aux squatteurs l'existence de cette maison. Une page médicale maintenant, le Vidal, la Bible dont se servent les médecins pour prescrire les médicaments, sera proposée au début du mois de février au grand public. Vous pourrez chez vous consulter ce dictionnaire du médicament particulièrement volumineux, avec toutefois des précautions d'usage. Florence Bouquilla et Jean-Louis Bousser. Les patients pourraient se prendre bientôt pour des médecins. Tel n'est pas le but des auteurs du Vidal des particuliers, mais la Bible des médicaments, le Vidal, qui trône sur tout bureau médical, existe désormais sous une forme simplifiée pour le grand public. Cela ne risque-t-il pas de rendre les lecteurs un peu trop sûrs d'eux-mêmes? Ils ne sauront pas, en tout cas avec cet outil, quel médicament choisir devant telle ou telle pathologie. Et la deuxième chose, c'est que j'espère bien et je suis persuadé que ça ne remplacera jamais la relation médecin-malade et cette nécessité qu'a le médecin de donner une information à son patient sur ses prescriptions.
Dans le Vidal du particulier, les médicaments sont classés par ordre alphabétique et donnent lieu à une fiche assez complète avec des mises en garde et précautions d'emploi. Mais par souci de vulgarisation, certaines précisions ont été gommées. Par exemple, pour ce médicament, le Fansidar, c'est un antiparasitaire et dans le Vidal des médecins, ses effets indésirables sont longuement soulignés. Dans le Vidal du particulier, une phrase seulement. Pourtant, les auteurs réfutent certaines accusations. Le Vidal du particulier n'est en aucune façon fait pour favoriser ou défavoriser l'automédication, parce que ce n'est pas un guide de prescription. On n'y trouve pas, si vous avez un rhume ou si vous avez une bronchite, prenez tel produit ou tel autre produit. On y rentre par ordre alphabétique, il faut donc qu'on connaisse le produit. Ce nouveau guide des médicaments répond en tout cas à une attente du public. Selon une étude de l'IFOP, 44% seulement des personnes interrogées s'estiment suffisamment informées sur les médicaments qu'elles utilisent. Après l'ordonnance du jour, le carnet rose du jour, lui, enfant de la balle jaune, elle, reine des corridas à cheval. Henri Lecomte a pris cet après-midi pour épouse Marie-Sara. Cela s'est passé au Sainte-Marie-de-la-Mer. Témoin du joueur de tennis Jacques Chirac, témoin de la torera Daniel Delorme. Plus viril, mais on l'espère aussi correct, le début demain du tournoi des 5 nations, France-Pays de Galles, ce sera au Parc des Princes, une équipe de France conquérante et qui vit sur le souvenir d'une tournée historique en Nouvelle-Zélande l'été dernier. Thierry Clopo. Cet été 94, ils ont mis le feu à toute la Nouvelle-Zélande, du jamais vu dans l'histoire du rugby français. La Marseillaise, par 2 fois, a mis à bas le cri de guerre des All Blacks. Le fameux haka a déchanté, remplacé l'espace de 2 fois 80 minutes par un chant du cygne noir. À Christchurch, à Auckland, le 15 de France, après un tournoi 94 moyen, s'est en fait redonné une âme. Un tournoi historique au pays du rugby levant et un hymne au jeu. On ne perd plus le ballon maintenant, conservation, libération. À Christchurch, tout d'abord, puis à Auckland, l'équipe de France s'est taillé la part du lion. Avant, il y avait les errements coupables, le manque de discipline. À l'autre bout du monde, en plus du beau jeu, il y a eu les victoires incontestables. Une pêche miraculeuse contre la meilleure équipe du monde. Une tournée pareille, ça vous donne des ailes. En tournée, pendant 6 semaines, on a une approche, on ne va pas dire professionnelle du rugby, mais on s'entraîne 2 fois par jour, on vit en permanence ensemble, alors que sur le tournoi des 5 nations, c'est un événement de 4 jours, c'est difficile de retrouver une homogénéité qu'on peut avoir en tournée. Contre le Pays de Galles, Berbizier a décidé de faire confiance aux 15 héros de Nouvelle-Zélande. Toute la France du rugby va donc demander énormément à cette équipe. Des essais, par exemple, comme celui-ci, la passe à 10 sur 90 mètres. Mais attention, contre les derniers vainqueurs du tournoi, il faudra garder les pieds sur terre. À nous de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de savoir prendre les choses par le bon bout. Je crois que bon, si on fait dans le simple, eh bien, tout arrivera simplement et la victoire sera là. Dans le temps, retour de tournée triomphale en Argentine, en Afrique du Sud, le 15 de France avait eu des lendemains qui déchantaient. Cette année, il faudra garder le ton juste de la Nouvelle-Zélande jusqu'au bout, car au bout du rêve, il y a cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Là-bas aussi, ce serait bien de pouvoir pousser la chansonnette. France-Pays de Galles, ce sera évidemment demain après-midi sur France 2. Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, la Fédération française de rugby et France Télévisions ont signé un nouveau contrat de collaboration pour 4 ans. Jean-René Godard. À la veille de l'ouverture du tournoi des 5 nations, ce nouveau contrat était très convoité par plusieurs chaînes, le rugby étant l'un des sports préférés des téléspectateurs. C'est finalement France Télévisions qui l'a emporté. Ce contrat portera sur une durée de 4 ans. France 3 pourra programmer 10 matchs de championnat dans la saison en diffusion régionale. France 2 proposera un quart de finale, une demi-finale et la finale du championnat de France, toutes les rencontres du tournoi des 5 nations et tous les matchs internationaux. Le rugby sera également très présent dans les programmes de France 2 et France 3 et dans les grands rendez-vous d'information, notamment les journaux de 13h et 20h sur France 2. Un partenariat dont se réjouit Bernard Lapasset, le président de la Fédération française. Nous aurons des événements nombreux dans les prochaines sur France Télévisions, avec les tournées d'équipe de France, avec le tournoi 5 nations, avec un certain nombre de rencontres, y compris de championnats. C'est toute une dimension de communication nouvelle. Le contrat Fédération française de rugby, France Télévisions, arrivera à échéance fin 1999.
L'Amérique est encore loin pour Guy Delage sur son radeau avec ses palmes pour unique compagne. Il a déjà parcouru la moitié du chemin dans l'océan Atlantique. Les liaisons téléphoniques fonctionnent à merveille. Écoutez François Brabant. Entre l'homme et la grenouille, désormais, il y a Guy Delage. Quand il est parti il y a 35 jours de cela, il était tout ce qu'il y a de normal. 2 bras de jambes de longueur standard. Mais à force de donner des coups de palme à longueur de journée, ce qui devait arriver arrive. Delage est un mutant. Je pense qu'il y a des domaines dans lesquels je régresse, physiquement essentiellement sur les membres supérieurs. Par contre, le tronc, tout ce qui est abdominal et probablement une partie des jambes, bon, ça va bien. Il y a des masses musculaires dans les jambes qui ne sont pas du tout sollicitées, qui régressent. En fait, le corps s'adapte à l'effort, je dirais. Bon, ben, je me sens assez bien physiquement, donc je pense que je peux un petit peu accélérer par rapport à ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Ce que Delage a fait jusqu'à maintenant, c'est à peine plus de la moitié du parcours, plus que 2000 km à tenir environ, et Delage deviendra le plus grand batracien à avoir jamais traversé l'Atlantique à la nage. C'est avec du cinéma que nous terminons ce journal en compagnie du réalisateur Jean-Jacques Hano. Bonsoir. Bonsoir. Le 7e art que nous avons fêté toute la semaine à l'occasion de ses 100 ans. Et nous vous proposons ce soir un dossier sur les effets spéciaux au cinéma. Contrairement à une idée peut-être préconçue, les effets spéciaux sont presque aussi anciens que le cinéma lui-même. Enquête de Jean-Claude Alanic et Dominique Merlin. 1895, première projection des Frères Lumière à Paris. Dès sa naissance, le cinéma est magique et l'entrée en gare du train de la Ciotat provoque un début de panique dans le public. Moins d'1 an plus tard, on inventera les premiers effets spéciaux. C'est Georges Méliès qui, lui, est à l'origine de tous les effets spéciaux. En réalité, il a inventé le premier trucage optique sans le faire exprès, alors qu'il était en train de filmer tranquillement la sortie des gens à l'opéra. Pendant qu'il filmait, sa caméra s'est arrêtée sans qu'il ne s'en rende compte, puis s'est remise à enregistrer les images. Et lorsqu'il a regardé son film ensuite, il s'est rendu compte avec stupeur qu'un bus s'était transformé en corbillard, qu'un homme s'était transformé en femme. Et c'est ainsi qu'il a eu l'idée de recycler ce hasard pour en faire le premier trucage, la substitution. Un siècle plus tard, le principe de la substitution est toujours à la base des effets spéciaux les plus spectaculaires. Dans Forrest Gump, Tom Hanks peut serrer la main de Kennedy 30 ans plus tard. Filmé sur fond bleu, l'acteur a été incrusté par un ordinateur sur un film d'archives. Aujourd'hui, l'informatique offre des possibilités infinies. Par exemple, le système Domino, mis au point en Angleterre, permet de retoucher et de truquer les images d'un film en quelques secondes seulement. Dans une séquence de La Rivière sauvage, l'obturateur de la caméra s'était bloqué à gauche. Avant, il aurait fallu retourner le plan. Désormais, il suffit de reconstituer l'image. Même opération pour rendre la chute d'eau 2 fois plus impressionnante. Dans le film Blown Away, c'est un camion qui explose en plein centre de Boston. Une cascade classique était impossible sans risque de casse. Là encore, l'informatique a réglé le problème. Le scénario prévoyait effectivement une charge d'explosif qui faisait surtout de la lumière et de la fumée. Le camion a été soulevé par une grue et ensuite, image par image, on élimine le câble, ce qui permet d'avoir l'effet recherché sans avoir d'effet destructeur. On aurait pu exactement de la même manière rajouter ou superposer des personnages ou des éléments de décor qui, pour une raison quelconque, ne cadraient pas avec le scénario. En fait, c'est tout nouveau dans les moyens techniques utilisés, mais pas du tout dans les procédés. Disons que le principe repose à l'aube du cinéma, au début du siècle. Au début du siècle, on a inventé l'animation image par image, qui est à la base de la plupart des effets spéciaux actuels, y compris les plus perfectionnés. On se souvient, il y a 60 ans, de King Kong déjà, qui était quelque chose de très spectaculaire, qu'il est encore aujourd'hui. Eh ben, dans The Mask, on voit encore des images complètement spectaculaires. L'outil a changé. Aujourd'hui, on peut utiliser un ordinateur pour faire des images graphiques, mais finalement, c'est toujours la même technique de l'animation image par image. Donc ça s'inscrit dans une continuité logique. Jean-Jacques Hano, vous comprenez les critiques de ceux qui disent les effets spéciaux font un petit peu perdre son âme au cinéma finalement? Non, c'est comme ceux qui ont critiqué l'invention du piano. À l'époque, on pensait que le clavecin c'était ce qu'il y avait de mieux, et puis il y a ceux qui ont lutté contre le piano, et il y a ceux qui s'en sont servis. Et il y a ceux qui se sont battus contre l'apparition du son.
qui ont dit le cinéma c'est l'image muette. Et il y a eu après ceux qui se sont battus pour l'image en noir et blanc, contre la couleur. Et vous savez, il y a toujours une pesanteur dans les métiers. Mais en vérité, ce sont des outils merveilleux. Ce sont des outils de liberté, ce sont des outils de création et ce sont des outils de fantaisie. Il était très bien de rappeler que c'est Méliès qui a créé les premiers trucages. C'est le premier qui a su adapter le cinéma, qui était un moyen mécanique de reproduction, à la fiction. Et ce qui est de merveilleux, c'est qu'il était lui-même illusionniste. C'est donc un prestidigitateur qui a été le premier cinéaste, et je crois que nous en sommes tous les héritiers. Alors vous passez à la vitesse supérieure en quelque sorte, puisque vous vous apprêtez à sortir aux États-Unis un film en 3 dimensions qui raconte l'histoire des pionniers de l'aéropostale. Oui, ça si vous voulez, c'est une technique de projection qui est absolument extraordinaire, qui est 1500 fois plus grande que votre écran de télévision. On va pouvoir, regardant je crois des images du film, vous allez pouvoir les commenter. Ce ne sont pas des images du film, j'imagine que ce sont des images qui ont été prises par une équipe de télévision pendant le tournage. Il est impossible de vous montrer les images à la télévision puisqu'elles sont en 3 dimensions, elles sont en relief et qu'elles sont projetées sur un mur d'images qui est de la taille d'un immeuble de 8 étages. La grande différence avec ce format nouveau, qui est l'IMAX, c'est qu'au lieu d'avoir, comme d'habitude, l'image à l'intérieur d'un cadre, le spectateur se trouve à l'intérieur de l'image. Et là, en 3 dimensions, c'est pas seulement à l'intérieur de l'image, mais c'est à l'intérieur de l'espace. C'est-à-dire que le spectateur a le sentiment d'être comme je suis là ce soir, avec vous, dans le lieu. Et le premier des 3 films que vous projetez de faire, je crois que c'est une trilogie, hein. Oui. Le premier de ces films ne dure que 40 minutes. Est-ce que ça veut dire qu'au-delà de 40 minutes, c'est plus supportable? J'ai la même crainte que les frères Lumière lorsqu'ils ont présenté leur train qui arrive en gare. C'est vrai que les gens se sont sauvés de la salle parce qu'ils ont vu un tel réalisme dans la restitution de l'image qu'ils ont cru que c'était un vrai train. Et ces nouvelles images sont tellement puissantes que j'ai craint qu'au bout de 40 minutes, les gens soient fatigués, parce qu'il y a une culture, une habitude de l'image. Le montage récent, le montage extrêmement court, était tout à fait insupportable il y a 50 ans. Et j'ai le même problème, donc je fais 3 films. Le premier est l'histoire d'Henri Guillaumet dans les Andes, le second sera sur Saint-Exupéry, et le 3e sur Mermoz. En un mot, ça ne sera pas possible de le voir en France, il n'y a pas de salle qui soit... Si, on s'en occupe. On s'en occupe, d'accord. Le film sort à New York d'abord, Oui. puis aux États-Unis, dans le reste des États-Unis, et en France le plus tôt possible dès qu'une salle est prête. D'accord, mais on est impatient. Merci beaucoup d'être venu en parler ce soir, et on en reparlera sans doute dans les semaines et les mois qui viennent. J'espère bien. Merci beaucoup Jean-Jacques Hano. Je vous propose, avant de refermer ce journal, de repartir au Bourget, retrouver Agnès Varamian. Agnès, avec peut-être des informations nouvelles concernant donc le crash de ce Falcon en début de soirée. Eh bien écoutez, l'avion donc gît toujours en bout de piste. Il n'y a donc aucun survivant parmi les 10 passagers. Une information judiciaire a été ouverte pour essayer de déterminer les causes de cet accident. Le procureur de la République s'est rendu donc sur place. Il a confirmé aux journalistes que l'avion avait eu donc des graves problèmes juste au décollage. Et je vous propose de l'entendre tout de suite. Il a évoqué donc aux journalistes l'une des hypothèses qui pourrait expliquer l'accident. Je vous propose de l'entendre. Quelle est la cause de cette panne de réacteur? On peut, mais c'est une hypothèse simplement, bien sûr, beaucoup trop tôt pour donner des versions définitives, imaginer que des oiseaux se sont engouffrés dans le réacteur, mais ce n'est vraiment qu'une hypothèse. Il appartiendra au juge d'instruction, par les expertises et la boîte noire qui a été découverte et préservée, de vérifier toutes les causes possibles de cet accident. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette thèse donc, du vol d'oiseaux est accréditée par 2 choses. La première, c'est que des oiseaux morts ont été retrouvés près de la carcasse. Et puis ensuite, un autre avion qui a décollé donc tout de suite après le mystère Falcon 50 a lui aussi rencontré donc de nombreux oiseaux à son décollage. Alors, on ne peut toujours pas accéder à la carcasse à cause des dangers d'embrasement. Et puis, la désincarcération donc, des corps des victimes va se prolonger, elle, toute la nuit. Merci Agnès pour ces informations. Je vous rappelle donc que cet accident a fait 10 victimes, parmi elles Bernard Dumont. Il avait 59 ans, il était le président directeur général du groupe agroalimentaire Saint-Louis. Monsieur Dumont était considéré comme un membre influent du patronat français. Il avait bâti en une trentaine d'années, à partir d'une toute petite société sucrière, un empire agroalimentaire qui pèse toujours 35 milliards de francs de chiffre d'affaires. Et puis, dernière information qui nous est parvenue pendant ce journal, la condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité
de Denis Guédin. Il était jugé depuis quelques jours devant les assises du Nord pour l'assassinat des 5 membres d'une même famille, à propos, vous le savez, d'une histoire de vente de voitures qui avait été gagée. Voilà, c'est sur ces 2 informations que nous terminons cette édition. Après la météo de Nathalie Riouet et le point route de Valérie Maurice, à 20h55, Nestor Burma, puis Bouillon de culture et Taratata. Le dernier journal, avec sans doute des précisions sur le crash de l'avion, vous sera présenté vers 0h45, minuit 45, par Catherine Sellac. Demain à 11h, la première revue de campagne de Michel Cotta. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h et à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, merci.